L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir MongoDB, qui est un système de gestion de bases de données de type NoSQL. Concernant le contenu, nous commencerons par quelques notions de base, à savoir l'utilité d'une base de données, ce qu'est une base de données NoSQL, la notion de collection et de documents. Nous aborderons ensuite quelques opérations globales, à savoir comment lister les bases de données disponibles, sélectionner une base de données pour travailler sur ces collections, lister les collections d'une base de données, et enfin nous nous focaliserons sur comment travailler avec une collection en voyant comment réaliser des requêtes CRUD, à savoir ajouter de nouveaux documents, supprimer, mettre à jour ou récupérer des documents existants en fonction de certains critères, trier, limiter le nombre de résultats, retourner certains champs spécifiques, etc. Notez que le contenu de cette vidéo est réalisé en supposant que vous avez une version de MongoDB supérieure ou égale à la 5.0. Aussi, toute la pratique dans cette vidéo se fera via la ligne de commande, c'est-à-dire le client MongoSH. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la ligne de commande, je vous recommande une de mes précédentes vidéos pour apprendre les essentiels sur son utilisation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par un peu de théorie. Lorsqu'on développe une application, nous avons souvent besoin de stocker des données pour une utilisation ultérieure. C'est là qu'interviennent les bases de données, qui sont des collections d'informations structurées ou non. Pour gérer la création, la modification, la suppression, le stockage et l'accès à cette collection d'informations, on utilise des systèmes de gestion de bases de données, abrégés SGBD, qui sont des programmes informatiques dédiés à cela. En bref, ils fournissent un ensemble d'outils pour gérer les données stockées. Il existe différents types de systèmes de gestion de bases de données en fonction de la façon dont les données sont stockées ou structurées. Les deux types de systèmes de gestion de bases de données les plus connus sont les systèmes de gestion de bases de données relationnelles ou SGBD SQL et les systèmes de gestion de bases de données non relationnelles ou NoSQL. Comme exemple de système de gestion de bases de données relationnelles ou SQL, nous avons Postgre, MySQL, MariaDB et SQLite. Et comme exemple de système de gestion de bases de données NoSQL, nous avons MongoDB, Redis, pour ne citer que cela. Il faut noter qu'il existe également des systèmes de gestion de bases de données qui permettent de stocker des données sous forme de graphes ou de vecteurs. Si nous prenons maintenant le cas de MongoDB, il s'agit d'un système de gestion de bases de données NoSQL, ce qui signifie qu'il ne force pas les relations entre les données stockées. Et pour travailler avec ce type de système de gestion de bases de données, il faut connaître quelques notions de base, à savoir la notion de collection et de document. Ici, je vais faire l'analogie avec le JavaScript pour mieux expliquer ces deux notions. Lorsque nous prenons la première notion, qui est la notion de document, un document dans le jargon NoSQL s'apparente en JavaScript à un objet qui permet de stocker un ensemble d'informations sur un objet du monde réel. Et lorsqu'on prend une collection dans le jargon NoSQL, cela correspond en JavaScript à un tableau d'objets. Donc une collection est un ensemble de documents. En plus de la notion de collection et de documents, que nous utilisons souvent lorsqu'on travaille avec MongoDB, il faut également noter que les données sont stockées au format BSON, c'est-à-dire du binary JSON, qui est un format de données similaire au format JSON, c'est-à-dire le JavaScript Object Notation, mais supportant des types de données supplémentaires comme les dates et les données binaires. Et ceci nous amène à la fin de l'essentiel de la partie théorique. Nous pouvons maintenant passer à l'installation. Pour l'installation, je vous invite à vous référer à la documentation officielle de MongoDB en fonction de votre système d'exploitation. Donc je mettrai en description de cette vidéo le lien vers cette page pour pouvoir faire le téléchargement en fonction de votre système d'exploitation. Donc on voit ici sur la page que nous avons ici différents systèmes selon que vous êtes sous Linux, Windows ou Mac. Donc je mettrai le lien de cette page dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui connaissent Docker ou qui sont habitués à l'utilisation de Docker, vous pouvez également passer par le hub officiel que vous trouverez également à travers ce lien que je mettrai également en description de la vidéo. Donc le hub officiel, donc il s'agit de cette page, donc vous pouvez également vous référer au hub officiel Docker pour éviter de faire une installation physique sur votre système. Donc je mettrai également en description de la vidéo le lien vers le hub officiel Docker de MongoDB. Donc dans mon cas, je passerai par la seconde option, à savoir l'utilisation de Docker, vu que j'ai déjà installé Docker ou que j'ai Docker qui est déjà disponible sur mon système d'exploitation. Donc je vais juste passer à ma ligne de commande dans ce cas.
Je vais donc demander à Docker ici que je souhaite démarrer un nouveau conteneur dont le nom sera par exemple learn mongo et que je vais lancer ce conteneur en mode détaché, c'est-à-dire sans dépendre du terminal, et que sur ce conteneur que je veux lancer l'image Mongo. Donc si Mongo n'est pas, cette image n'est pas disponible sur ma machine, donc Docker va chercher l'image en question sur le hub et l'installer. Et l'autre chose, si c'est la dernière version disponible qui sera installée sur ma machine, si aucune version de Mongo n'est pas déjà disponible sur ma machine. Mais dans mon cas, j'ai déjà l'instance, une image Mongo qui est déjà disponible sur ma machine. Donc il n'y aura plus d'installation dans ce cas. Donc ici, on me dit que j'ai déjà une instance Learn Mongo qui est disponible. OK. Donc je vais juste créer une instance que je vais nommer par exemple MongoDB, Learn MongoDB par exemple. Donc on voit qu'il y a une nouvelle instance ou un nouveau conteneur qui est créé avec cet ID. Donc là, je vais juste me connecter à ce conteneur pour pouvoir accéder ou pour pouvoir lancer mes commandes, comme si j'étais connecté à cette machine. Donc je refais dans ce cas Docker. Donc ici, je vais dire que je veux exécuter une certaine commande sur cette instance de conteneur. Donc je fais exec ici, donc je fais docker exec, donc je vais passer en mode interactive et je vais dire ici que je veux exécuter la commande sur le conteneur dont le nom est learn mongodb et que sur ce conteneur je vais lancer le bash par exemple. Donc, je peux faire ceci. Donc là je suis connecté à l'instance de ce conteneur et là maintenant je peux exécuter la commande mongo sh par exemple qui est le client qui me permettra de pouvoir exécuter des commandes qui vont communiquer avec pour interagir avec le serveur MongoD dans ce cas. Donc là, lorsqu'on se connecte la première fois, donc il y a ces informations qui me sont affichées. Donc on me dit par exemple que je suis connecté à cette instance, que je suis connecté en utilisant ce lien. Donc ici, c'est le nom du protocole de connexion. J'ai le lien ou l'URL d'accès. Donc cette URL peut changer selon que votre instance de MongoDB est en ligne ou pas. Donc cela me dit ici que mon serveur écoute sur ce port, qui est le port par défaut de MongoDB. Donc on m'indique ensuite la version de MongoDB, la version du client que j'utilise qui est MongoSH et d'autres informations sur le système. Donc ici je suis connecté avec un utilisateur sans mot de passe. Donc je suis connecté automatiquement. Mais il est possible de spécifier un mot de passe ou un nom d'utilisateur en passant par les variables d'environnement Mongo init db que vous pouvez retrouver, Mongo init root username que vous pouvez retrouver ici. Donc vous pouvez retrouver ici, si on cherche ici sur cette page, initdb. Donc on voit qu'on peut spécifier ces informations si on le souhaite pour pouvoir créer un utilisateur et se connecter après en utilisant un mot de passe. Donc vous pouvez faire cela si vous le souhaitez. Mais dans mon cas, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est des choses que vous pouvez faire par la suite. Donc ici, si on se réfère rapidement au prompt, ce que le prompt indique ici, c'est que nous sommes connectés par défaut à la base de données test. Donc c'est le nom de la base de données à laquelle nous sommes actuellement connectés qui est affiché là. Donc dans notre cas, il s'agit d'une base de données qui est créée par défaut et qui est test dans ce cas.
Donc maintenant que nous avons tout en place, nous pouvons commencer par voir à quoi ressemblent les commandes de base et comment nous pouvons interagir avec notre système de gestion de base de données. La première commande que nous allons voir est la commande nous permettant de lister les bases de données qui sont disponibles. Donc pour pouvoir vérifier les bases de données qui sont disponibles sur notre système, il suffit de taper show DBS, DBS pour database. Donc ici, nous avons la liste des bases de données non vides qui sont affichées là. Parce que j'avais dit tout à l'heure que nous sommes connectés à la base de données test, mais on voit que cette base de données n'est pas affichée ici. La raison, elle est simple, c'est parce que cette base de données est vide pour le moment. Donc elle ne contient aucune collection ou aucun document, raison pour laquelle elle n'est pas listée ici. Donc cette commande n'affiche que les bases de données qui ne sont pas vides sur le système. Donc nous allons créer une nouvelle base de données que nous allons utiliser pour pratiquer. Donc pour créer cette nouvelle base de données, on utilise la commande use suivie du nom de la base de données. Donc en supposant que dans notre cas, nous souhaitons créer une base de données qui va contenir le nom de développeurs, donc on peut faire ceci. Donc on peut faire use devs comme ça. Donc en procédant ainsi, cela nous crée la base de données et nous pointe automatiquement sur cette nouvelle base de données qui est créée. Donc on voit ici que le prompt change pour nous mettre sur la nouvelle base de données qui est créée. Et si nous souhaitons vérifier par exemple la base de données courante, il nous suffit de taper la commande db comme ça. Donc si on fait db, cela va nous afficher le nom de la base de données courante. Donc si la base de données est, nous connaissons le nom d'une base de données et que nous souhaitons l'utiliser, il suffit de faire use suivi du nom de la base de données. Donc si je fais use test comme ça, donc on voit qu'il me dit ici que j'ai switché de base de données. Donc si je fais db, donc j'aurai la base de données actuelle à laquelle je suis connecté. Donc on va switcher sur notre base de données. Et si la base de données n'existe pas et qu'on fait use dev, la base de données sera créée automatiquement. Et pour pouvoir afficher les collections d'une base de données, il suffit d'utiliser la commande show collections de cette façon. Donc ici, on voit que nous n'avons pas de collection dans notre base de données, aucune collection qui est disponible pour le moment, d'où le fait que nous avons un test vide ou une ligne vide pour indiquer que nous n'avons rien. Donc je vais recréer une nouvelle base de données que je vais nommer ici testdb. Donc je crée une nouvelle base de données qui est testdb. Et dans cette base de données, maintenant, nous allons créer une collection. Et pour créer une nouvelle collection, il suffit de faire db. Donc la majorité des commandes sont précisées de db pour indiquer que nous voulons exécuter une commande sur db. Donc pour créer une nouvelle collection, il suffit d'utiliser la commande create collection et de lui passer le nom de la collection que nous souhaitons créer. Donc dans notre cas, nous souhaitons stocker des informations sur des développeurs. Donc je peux nommer ça developers comme ça. Mais pour éviter d'avoir à écrire ou à taper tout le nom de cette base de données plus tard, donc je vais juste simplifier le nom et mettre devs comme ça. Donc ça veut dire que dans ma base de données, qui est actuellement testdb, je souhaite créer une collection qui sera devs. Donc je fais entrer. Donc à chaque fois qu'on exécute une commande, donc si la commande s'exécute bien, ou la requête s'exécute bien, donc du coup on aura un OK ou un résultat pour nous indiquer que tout s'est bien passé. Donc si nous réexécutons à partir d'ici, maintenant notre show collections, donc on voit que nous avons maintenant une collection dev qui est disponible, qui est la collection que nous venons de créer. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons insérer des données, c'est-à-dire des documents dans notre collection que nous venons de créer. Pour cela, j'ai préparé ici un jeu de données que nous allons utiliser. Pour pouvoir faire l'insertion, donc comme je disais tout à l'heure, pour la majorité des commandes à exécuter, on commence par mettre db pour indiquer que nous voulons exécuter la requête ou la commande sur la base de données courante. Ensuite, on précise le nom de la collection. Donc dans notre cas, il s'agit de devs.
Donc on peut même bénéficier de l'autocomplétion, c'est-à-dire que si je fais dev et que je fais tabulation, donc on voit que j'ai l'autocomplétion pour me donner le nom de la collection qui correspond au mieux à ce que j'ai déjà enseigné. Donc il faut ensuite indiquer que nous voulons réaliser une insertion. Donc pour insérer un seul élément à la fois, c'est-à-dire un seul document à la fois, donc on utilise le insert one comme ça, qui est une fonction qui prend comme paramètre l'objet que nous souhaitons insérer. Et nous avons vu tout à l'heure que dans le jargon NoSQL, un document que nous souhaitons insérer s'apparente dans le JavaScript à un objet. Donc il faut juste préciser ici l'objet que nous souhaitons insérer. Et ici, nous avons un jeu de données que nous allons utiliser. Donc je vais juste prendre un élément de cette liste qui correspond aux informations du développeur que nous souhaitons insérer. Donc je vais juste l'insérer là. Et là, vu que j'ai mon objet qui s'étend sur plusieurs lignes, c'est à cause de cela que j'ai ces différents points ici. Donc je complète tout et je fais entrer. Donc on me dit ici que l'objet a été ajouté, donc c'est un résultat de succès, et que l'objet a été ajouté avec un ID qui correspond à l'ID que nous avons ici. Donc ce qu'il faut noter au niveau de MongoDB, c'est qu'à chaque fois que vous ajoutez un nouvel objet, si vous ne précisez pas l'ID de l'objet de façon explicite, il y a un ID qui vous est donné ou qui est ajouté à l'objet de façon automatique. Et cet ID constitue en quelque sorte un primary key pour le nouvel objet qui est ajouté. Donc dans ce cas, le ID va correspondre à cette valeur. Mais comme nous le verrons tout à l'heure, les ID, la particularité, c'est que les ID sont précédés du underscore. Donc ça a une signification particulière pour le système de gestion de base de données. Donc pour chaque nouvel objet, si on ne précise pas explicitement l'ID, donc un ID sera affecté au nouvel objet créé et cela correspond à la valeur que nous avons ici. Ici, nous avons inséré un élément. Donc pour vérifier les éléments qui sont disponibles dans la base de données et dans notre collection pour être précis, donc on utilise la commande find. Donc il me suffit de faire find comme ça si je veux avoir la liste de tous les éléments, de tous les documents qui sont dans ma collection actuellement. Donc je fais un find sans préciser le critère, aucun critère. Donc on voit que le Fatima que je viens d'ajouter ici, à travers le insert one, se retrouve effectivement dans ma base de données et qu'il est le seul élément de cette collection qui est devs. Donc on voit également que l'ID ici correspond au nouvel ID de cet objet ou de ce document qui a été ajouté à la base de données. Donc d'où le ID que nous avons ici. Donc comme je le disais, c'est underscore suivi de ID. Et cela correspond à un object ID. Donc là, nous venons d'ajouter un élément à la collection qui est dev, en supposant que nous souhaitons ajouter plusieurs éléments en une fois. Donc on peut procéder comme tout à l'heure. Donc je fais db. Le nom de ma collection, donc devs dans mon cas. Donc au lieu d'un insert one, donc là nous allons faire insert many. Donc on bénéficie encore une fois de l'autocomplétion. Mais là, vu que c'est une liste d'éléments, donc il va falloir passer les éléments comme étant une liste, c'est-à-dire un tableau d'éléments. Donc je vais encore une fois utiliser ma liste ici, mais vu que j'ai déjà inséré cet élément dans la liste, donc je vais le supprimer ou le déplacer de la liste avant de faire l'insertion. Donc je peux récupérer maintenant tout le tableau que j'ai ici et le passer à mon insert many. Donc je fais ceci. Et là je fais entrer. Donc j'ai le résultat qui m'indique ici que j'ai ajouté 9 éléments au total. Donc index 0 à 8. Donc j'ai ajouté 9 éléments au total. Et que ces différents éléments ont des ID automatiques qui leur ont été affectés, qui correspondent aux valeurs qui m'ont été listées là.
Donc si je refais ma requête de fin de tout à l'heure, donc je prends la collection et que je fais fin de nouveau. Donc on verra qu'on aura plus d'éléments. Et si on prend le dernier élément ici qui est l'aura, donc ça correspond bien au dernier élément de la liste ici. Donc nous allons maintenant nous focaliser, maintenant que nous savons comment ajouter des éléments dans notre collection, nous allons nous focaliser sur comment retrouver des éléments en utilisant certains critères. Donc pour pouvoir retrouver un élément, déjà il faut préciser la collection dans laquelle nous souhaitons effectuer notre requête, faire le fin. Donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque nous ne précisons aucun critère, donc cela va nous retourner tous les éléments de notre collection. Mais si nous voulons retrouver des éléments nous basant sur certains critères, il va falloir préciser les critères ici pour pouvoir faire la requête. Donc en supposant par exemple que nous voulons récupérer les utilisateurs, par exemple, ou un utilisateur, l'utilisateur dont le nom correspond à Rodrigue comme nous avons ici. Donc on peut juste faire ceci et l'utiliser comme critère de recherche. Donc il me suffit d'insérer ça ici. Donc en faisant cela, donc j'indique à MongoDB que je vais récupérer l'utilisateur dont le prénom correspond à Rodrigue. Donc j'ai bien l'utilisateur en question dont les informations me sont retournées ici. Donc on voit qu'on a un tableau qui contient un seul élément, vu que c'est un seul élément qui répond aux critères en question. Et en supposant que nous souhaitons récupérer juste le premier élément qui vérifie la condition, donc on peut remplacer notre find1 ici, notre find ici par find1. Donc il me suffit de faire ceci. Et là, j'ai maintenant à la place d'un tableau qui m'est retourné précédemment, j'ai un seul élément qui m'est retourné à la fois. Et lorsque je fais la même requête avec le find1 et qu'aucun élément ne vérifie le critère de recherche, donc en faisant ceci par exemple, on voit que j'ai null qui m'est retourné. Et dans le cas où je fais un find tout court, dans le cas où je fais un find à la place du find1, donc ça veut dire que j'aurai un tableau mais qui sera vide. Donc si je remplace le find par un find, le find1 par un find, donc j'ai ici rien qui correspond à, qui veut dire que je n'ai aucun élément qui correspond aux critères de recherche. Supposons maintenant que nous souhaitons faire une requête pour retrouver plutôt tous les utilisateurs ou tous les développeurs qui ont un nombre d'années d'expérience supérieur ou égal à 4 ans par exemple. Donc on voit ici que nous avons les ISP qui correspondent aux années d'expérience. Donc la requête serait de faire une requête qui nous retourne un développeur dont le nombre d'années est supérieur ou égal à 4. Donc pour pouvoir faire cela, donc on peut ici dire que nous cherchons des développeurs dont le nombre d'années d'expérience, donc on va procéder de cette façon, vu que ceci, les valeurs ISP correspondent à des nombres, donc il nous faut faire utiliser un opérateur particulier ici pour dire que nous cherchons des développeurs dont l'année d'expérience est supérieure ou égale à 4. Donc quelque chose comme ça. Donc pour pouvoir faire cela, de supérieur ou égal à 4, l'équivalent pour pouvoir faire ceci, c'est d'utiliser l'opérateur greater than or equal to 4. Donc c'est la signification. Et pour pouvoir traduire ça en MongoDB, donc on fait greater or equal, donc c'est quelque chose comme ça, à 4. Donc on va voir ce que ça donne. Il me dit qu'il ne connaît pas l'opérateur, je crois qu'il y a un T qui manque ici, greater or equal to 4. Et là, on voit que nous avons une liste d'utilisateurs qui nous est retournée. Et on voit bien que tous les utilisateurs retournés ont des années d'expérience qui sont supérieures ou égales à 4.
Donc en supposant que nous voulons garder juste les utilisateurs dont le nombre d'années est égal à 5. Donc on voit par exemple qu'il y a celui-ci et celui-ci. Donc pour pouvoir faire cela, on va changer juste l'opérateur. On va dire que nous voulons que ça soit égal à ça. Égal à 5 par exemple. Donc c'est juste pour pouvoir montrer comment effectuer des requêtes qui concernent des champs de type numérique dans ce cas. Donc on voit que cela nous retourne bien des utilisateurs dont le nombre d'années d'expérience est égal à 5. Donc vous pouvez après parcourir la documentation pour découvrir les autres types d'opérateurs qui existent. Donc on va voir le cas, nous avons vu le cas des chaînes de caractères, le cas des valeurs numériques. Donc on va voir également le cas des tableaux. Donc en supposant par exemple que nous souhaitons récupérer des utilisateurs qui font du JavaScript par exemple. Donc vu que le JavaScript correspond à une valeur qui doit se retrouver dans le tableau qui est l'attribut techno ici. Donc on va procéder pareil. Donc on va juste changer dans ce cas l'attribut en question. Donc on sait dans ce cas que c'est techno et que nous souhaitons retrouver un utilisateur qui fait du JavaScript. Donc il nous suffit de mettre la bonne valeur ici. Donc la signification, c'est que nous cherchons un utilisateur dont la techno contient au moins le test JavaScript, c'est-à-dire le tableau contenant la valeur JavaScript. Donc si nous faisons ceci, donc cela nous retourne des utilisateurs dont le tableau contient au moins la valeur JavaScript. Donc on voit que tous les utilisateurs qui nous sont retournés ici sont des utilisateurs dont l'attribut techno contient la valeur JavaScript. Donc c'est de cette façon qu'on peut indiquer à MongoDB que nous souhaitons récupérer des développeurs qui font du JavaScript. Supposons maintenant que nous souhaitons faire une requête pour récupérer des utilisateurs qui font à la fois du JavaScript et du React. Donc il me suffit de modifier ici la valeur et de préciser maintenant que nous voulons récupérer des valeurs qui se trouvent dans ce tableau. Mais une chose importante à noter ici, c'est que par défaut, lorsque nous utilisons le tableau, un tableau qui est précisé de cette façon, donc on doit respecter l'ordre d'insertion des valeurs, l'ordre qui a été utilisé lors de l'insertion des valeurs dans le tableau. C'est-à-dire que si je récupère ceci, en supposant que je veux récupérer des utilisateurs qui font à la fois du React et du JavaScript, lorsque je change l'ordre ici et que je mets par exemple là, React ici, et que je fais entrer, donc je vois ici que je n'ai aucun résultat. La raison, elle est simple, c'est parce que en faisant la requête de cette façon, cela permet d'indiquer à MongoDB que je veux retrouver des utilisateurs ou des développeurs qui font du JavaScript et du React, mais en respectant l'ordre dans lequel nous avons spécifié les valeurs ici. Donc si nous changeons l'ordre, donc on va remarquer que là, nous aurons un résultat. Donc si je fais ceci, donc on voit maintenant que nous avons des résultats qui correspondent bien à des utilisateurs qui font à la fois du React et du JavaScript. Mais là, ça veut dire que nous respectons l'ordre dans lequel les éléments ont été insérés dans la collection. Donc lorsque nous voulons indiquer que l'ordre n'a pas d'importance pour nous, donc il faut procéder autrement. Donc si je ramène cette requête qui ne retournait rien, donc il va falloir modifier un peu les choses. Donc dans ce cas, il va falloir utiliser un opérateur qui est le all. Donc on va faire ceci. Donc on va utiliser un objet pour faire un wrap du tableau. Et nous allons préciser l'opérateur all comme ça. Donc en procédant ainsi, on voit maintenant que nous avons des valeurs qui nous sont retournées et qui respectent la condition qui est définie, c'est-à-dire JavaScript et du React, mais sans respecter l'ordre. Donc en procédant ainsi, on voit que malgré que nous modifions l'ordre d'insertion
initial, donc nous avons quand même des résultats. Donc c'est cette petite particularité qu'il faut noter. Donc lorsqu'on veut des valeurs qui sont dans le tableau mais qui ne respectent pas l'ordre, donc on peut procéder de cette façon. Nous allons maintenant voir comment réaliser des requêtes qui nous permettent de dire par exemple que nous voulons à la fois manipuler un champ donné et un autre champ, c'est-à-dire effectuer des requêtes de type ou des requêtes de type OR ou les requêtes qui incluent les deux. Donc en supposant par exemple que nous souhaitons avoir la liste des développeurs qui font du JavaScript et qui sont par exemple donc ici nous avons du JavaScript. Supposons que nous cherchons des utilisateurs qui font du JavaScript et qui sont seniors. Donc il nous faut déjà que la techno corresponde à du JavaScript et que le level soit égal à senior. Donc pour pouvoir faire le et, c'est simple. Donc je ramène ceci, tout ceci. Donc par défaut, lorsqu'on précise un attribut, lorsqu'on précise un objet, ici, et que nous avons plus d'un champ, donc par défaut, la signification de cela, c'est le et. Donc ici, il me suffit de dire que la techno doit correspondre à du JavaScript. Donc je mets ici JavaScript. Donc si je fais ça dans un premier temps, donc ça me retourne tous les utilisateurs qui font du JavaScript. Mais en plus de cela, je veux garder les utilisateurs qui sont seulement des seniors. Donc il me suffit d'ajouter le second attribut ici et de dire que je veux le level qui correspond à senior. Donc je vérifie juste la valeur. Donc c'est en minuscule. Donc il me suffit de préciser ici que je veux du senior. Donc en procédant ainsi, la signification veut dire du JavaScript et qui sont seniors. Donc c'est de cette façon que se traduit le et par défaut. Donc s'il s'agit des champs qui se trouvent au même niveau, donc on peut procéder de cette façon. Maintenant, supposons que nous voulons dire que nous voulons récupérer des utilisateurs qui font soit du JavaScript ou qui sont soit des seniors. Donc pour pouvoir réaliser cela, on passe par l'opérateur OR. Et cet opérateur a une notation particulière. Donc ici, je fasse tout ceci dans un premier temps. Donc on va dire que nous souhaitons. Donc il faut préciser l'opérateur depuis le début. Donc on fait un OR ici. Donc cet opérateur prend un tableau. Et dans ce tableau, chaque objet va représenter le critère qui sera utilisé pour faire le OR. Donc si je fais ceci, ça veut dire que soit la première condition est vérifiée, soit la deuxième condition est vérifiée. Pour que un élément match le critère de sélection, il faut qu'il vérifie soit la première condition, soit la deuxième condition. Donc dans notre cas, nous avons dit tout à l'heure que soit le niveau, donc le level. Donc la première condition, c'est soit le level est senior, ou soit la techno, c'est du JavaScript. Donc on va préciser ici que la techno, c'est du JavaScript. Donc si on se réfère à la liste que nous avons ici, donc on voit que cet utilisateur est senior, donc il est sélectionné, malgré qu'il ne fait pas du JavaScript, parce que nous avons précisé ici, soit c'est senior, soit c'est du JavaScript. Donc si je reviens au second utilisateur, on voit qu'il n'est pas senior, mais vu qu'il fait du JavaScript, il a été sélectionné. Si je viens ici, pareil, lui il est mid, donc il n'est pas senior, mais vu qu'il fait du JavaScript, il est sélectionné. Donc ainsi de suite pour les autres utilisateurs. Donc on peut faire la même chose que tout à l'heure et remplacer cet opérateur par le AND. Donc aura juste la signification de tout à l'heure
à savoir que je cherche que nous avons vu tout à l'heure, à savoir que je cherche un développeur qui est à la fois senior et qui fait du JavaScript. Donc si je fais le N comme ça, donc on voit qu'il me retourne un seul utilisateur qui est à la fois senior et qui fait du JavaScript. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le et ou soit le ou qui est le or que nous venons de voir. Donc il faut noter qu'on peut également combiner ces différents opérateurs. Donc supposons par exemple que je veuille un utilisateur qui est soit senior et qui fait du JavaScript, ou soit un utilisateur qui fait du Java par exemple, ou un utilisateur qui fait du Java et qui a au moins 4 ans d'expérience. Donc pour pouvoir faire cela, il nous faut associer ces deux requêtes. Donc nous avons déjà la requête qui nous permet de retrouver l'utilisateur qui est senior et qui fait du JavaScript. Donc il nous faut maintenant la deuxième requête pour dire que nous souhaitons cela ou l'utilisateur qui fait du Java et qui a plus de 4 ans d'expérience. Donc ici, pour pouvoir combiner cela, je vais mettre la requête sur plusieurs lignes. Donc du coup ici, ce que je vais faire, je vais juste utiliser le OR ici. Donc on va dire dans un premier temps, donc je vais mettre un WAPA ici, où j'écris simplement la requête ici pour être facile à écrire. Je vais l'écrire ici et le mettre dans la console pour pouvoir le mettre sur plusieurs lignes et que ce soit lisible. Donc je fais ceci. Donc ce que je souhaite faire, je viens de dire que dans un premier temps, qu'est-ce que je cherche à faire, c'est d'avoir un... Je peux enlever tout ça. Donc j'ai mon end qui se termine juste là. Ok, j'ai mon end qui est là. Donc cette première condition me permet de dire que je veux un utilisateur qui est senior et qui fait du JavaScript. Donc il me faut une seconde condition qui me permet de dire que je veux un utilisateur dont le nombre d'années d'expérience est supérieur ou égal à 4. Donc je vais mettre ici expérience. Je vais créer un objet ici qui va constituer un autre critère. Donc je vais juste dire ici supérieur ou égal à 4. Chose que nous avons déjà vue. Deuxième chose, je veux que la technologie soit du Java. Donc là, j'ai deux et. Je peux même remplacer ce second et par un objet classique. Je peux même faire ceci directement. Comme nous l'avons vu, je peux dire un utilisateur dont le nom d'année d'expérience. Donc je peux faire directement ceci. Un utilisateur dont le nom d'année d'expérience est supérieur ou égal à 4 et dont la techno est du Java. Donc je peux enlever tout ça pour utiliser la forme simplifiée. Donc j'ai la techno ici. Donc je peux enlever tout ceci pour avoir une forme plus simplifiée. Donc déjà, j'ai là le premier critère, le second critère. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire? C'est un OR pour indiquer que je veux soit ça, soit ça. Donc je vais juste mettre ici un OR comme WAPA. Donc je mets ici OR et à l'intérieur, j'insère mes deux conditions. Donc je vais juste déplacer ces deux conditions à l'intérieur ici. Donc nous allons tester cela pour voir ce que ça donne. Donc si je résume encore une fois, donc on teste d'abord pour voir si ça marche.
Donc je peux effacer tout ça. Donc je fais un fin et je lui passe mon critère de tout à l'heure. Donc on va voir si nous avons des utilisateurs qui font du JavaScript et qui ont le nombre d'années d'expérience qui est égal à JavaScript ou pas. Donc est-ce qu'on a un senior ici qui fait du JavaScript, senior ici. Ok. On a un expert ici, non. On a un senior ici et il fait du JavaScript. Donc ça nous permet déjà de dire que nous avons un utilisateur qui vérifie la première condition, à savoir senior et JavaScript. Maintenant, nous allons voir si les autres utilisateurs ou développeurs vérifient la deuxième condition, à savoir faire du Java et avoir l'année d'expérience supérieure à 4. Donc, on voit ici que cet utilisateur fait du Java et qu'il a un nombre d'années d'expérience supérieur à 4, c'est-à-dire 5 ici. On voit que cet utilisateur fait du Java, pareil, année d'expérience supérieure à 4, et c'est tout. Donc, on voit que on peut combiner également le et le ou pour pouvoir faire des requêtes complexes. Donc, nous venons de voir les différentes façons de réaliser des requêtes. Donc, il existe différents types d'autres opérateurs que vous pouvez utiliser ou explorer en fonction de ce que vous voulez faire. Mais avec ces différents opérateurs, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses en utilisant juste ces deux opérateurs. Lorsqu'on travaille avec les bases de données, dans la pratique, il arrive qu'on ait plusieurs champs et que ce soit trop verbeux d'avoir dans la console trop d'éléments affichés. Donc en supposant que nous fassions ceci, donc on est obligé de scroller pour voir des détails. Mais supposons que nous ne voulons pas afficher tous les champs ici, mais que nous nous intéressons juste au nom des personnes. Que nous souhaitons afficher juste le first name et le last name de la personne. Donc pour pouvoir faire cela, MongoDB nous permet de préciser un critère ou un paramètre supplémentaire en plus du premier paramètre qui nous permet de préciser les critères de recherche. Donc il prend ici un second paramètre qui permet d'indiquer les champs affichés. Donc en supposant que nous souhaitons afficher juste le first name et le last name, il nous suffit de faire ceci. First name et last name. Donc pour un champ que nous souhaitons afficher, il suffit de mettre la valeur à 1. Et pour un champ que nous ne souhaitons pas afficher, il suffit de mettre la valeur à 0. Mais la remarque que nous faisons en plus de cela, c'est que par défaut, MongoDB nous retourne toujours l'ID qui correspond au primary key. Donc on peut décider de le cacher explicitement en disant ici que nous voulons cacher l'ID. Donc on va dire ici que le underscore ID, que nous voulons le cacher. Donc il suffit de mettre la valeur à 0. Donc je refais. Donc on voit maintenant que nous affichons pour les différents utilisateurs juste le nom et le prénom. Donc c'est de cette façon qu'on peut décider d'afficher ou de cacher un champ. Maintenant supposons qu'en plus de tout ceci, nous souhaitons vérifier par exemple le nombre total d'éléments que nous avons sans les lister de cette façon. Donc pour pouvoir faire cela, il y a une méthode ou une fonction count comme ça qu'on peut utiliser pour faire cela. Donc on voit que ici, cela nous retourne la valeur 3 parce qu'il n'y a que 3 documents qui respectent la condition ou le critère que nous avons défini là. Donc on peut également ici, donc si je reprends, supposons que nous avons limité le nombre de résultats retournés et que nous voulons garder juste les deux premiers. Ou je vais faire simple, en supposant que je vais maintenant faire de nouveau une autre requête. Donc on va faire une requête générale. Et que cette fois-ci, nous souhaitons garder les utilisateurs qui ont un niveau d'expérience
qui correspond à senior par exemple. Je vais faire cette requête dans un premier temps. Senior. On va voir le nombre d'utilisateurs que nous avons. Donc nous avons 2 utilisateurs. Donc je vais plutôt dire ici que je souhaite les utilisateurs qui font du JavaScript par exemple. Donc on va dire ici que ceci correspond à la techno. Donc on voit que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 utilisateurs. Maintenant supposons que ici nous souhaitons juste garder les 2 premiers utilisateurs. Donc pour pouvoir faire cela, MongoDB nous fournit la méthode limite pour pouvoir faire cela. Donc on peut dire ici que je veux garder juste les 2 premiers. Donc limite le nombre de résultats. Donc on voit que ici ça nous donne Kofi et Anna. Donc si on se réfère à la liste précédente, donc ça correspond bien aux 2 premiers éléments de la liste. Donc c'est de cette façon qu'on peut limiter le nombre d'éléments de la liste. Maintenant en plus de cela, au lieu de retourner juste les 2 éléments, supposons que nous voulons, en retournant les 2 éléments, ne pas prendre en compte le premier, c'est-à-dire faire un skip. Donc comme son nom l'indique, donc pour pouvoir faire cela, on peut juste dire ici que nous faisons le skip du premier. Donc on fait skip un élément. Donc on voit maintenant que dans la liste qui est retournée, c'est plus le Kofi que nous avons initialement qui est le premier élément de la liste, mais maintenant c'est Anna parce que nous avons décidé de ne pas prendre en compte le premier élément dans la liste. Donc on peut combiner ces différents opérateurs en fonction de ces différentes méthodes en fonction du besoin pour pouvoir avoir des résultats qui répondent mieux à nos besoins. Donc une chose également qui arrive souvent, c'est de faire le tri. Donc supposons que nous refaisons ceci et que nous faisons ceci et que nous souhaitons afficher. Donc on va faire ici pour l'affichage, c'est le deuxième paramètre. Donc on va dire que nous souhaitons afficher le nombre d'années d'expérience et que nous souhaitons afficher en plus de cela le nom de la personne. Donc on va dire juste first name comme ça. Donc on va se limiter à ça. Donc nous avons différents utilisateurs. Et nous avons les nombres d'années d'expérience qui sont précisés là. Maintenant supposons que nous voulons trier ces données en fonction du nombre d'expériences par ordre ascendant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc pour pouvoir faire cela, il nous suffit d'utiliser l'opérateur sort comme ça. Donc cet opérateur prend également un objet avec des attributs où chaque attribut peut prendre des valeurs 1 ou -1 selon que nous souhaitons indiquer que l'ordre est croissant ou décroissant. Donc ici, nous pouvons dire que nous voulons faire le filtre en se basant juste sur l'expérience et que nous voulons que ça soit par ordre croissant. Donc je vais dire ici par ordre croissant. Donc je fais ceci. Donc si je fais maintenant entrée, donc on voit que j'ai le même résultat que tout à l'heure, mais juste que le résultat est organisé par ordre croissant. Donc on voit que nous avons l'expérience qui est 2, 2, ensuite 3, 5 et 10. Donc si nous voulons inverser l'ordre, il nous suffit d'appliquer le -1 ici. Donc je peux faire ici -1. Donc on verra que les résultats seront maintenant organisés, mais dans l'ordre inverse. Donc on voit que nous avons dans un premier temps l'utilisateur qui a le nombre d'années d'expérience de 10, ensuite 5, etc. Donc en supposant que nous voulons prendre le développeur qui a les 2 développeurs qui ont le plus d'années d'expérience ici, il nous suffit de faire ceci, de faire limits comme ça et de dire 2. Donc ça va nous permettre de garder les 2 développeurs qui ont le plus d'années d'expérience en JavaScript. Donc voilà comment faire le tri, le skip, la limitation du nombre de valeurs retournées, etc.
Nous avons vu comment insérer un nouveau document, comment faire des requêtes en fonction de certains critères pour pouvoir retrouver un document que nous avons précédemment inséré. Là, nous allons maintenant voir comment réaliser la mise à jour d'un document. Donc pour cela, on utilise, comme tout à l'heure, on fait d'abord db suivi du nom de la collection. Et la méthode à utiliser dans ce cas est soit le update, soit le update one, soit le update many. Donc le update one permet de faire la mise à jour d'un seul document à la fois. Donc en supposant par exemple que nous souhaitons mettre à jour cet utilisateur qui est Laura et que nous souhaitons modifier son année d'expérience en lui mettant la valeur 3 par exemple. Donc on va d'abord mettre le critère qui permet de retrouver l'utilisateur en question. Donc il faut un caractère, quelque chose d'unique. Dans ce cas particulier, nous savons que le first name est unique. Mais dans la pratique, on aurait pu utiliser plutôt l'ID de l'utilisateur. Pour être sûr qu'il est le seul qui vérifie la condition en question. Donc je mets le nom de l'utilisateur. Donc je précise en seconde position le champ que je souhaite mettre à jour. Donc la particularité avec Mongo DB, c'est que pour une modification partielle, donc on utilise le set et on précise le champ que nous souhaitons mettre à jour. Donc dans ce cas, nous avons parlé du nombre d'expériences que nous souhaitons mettre à 3. Donc 3 dans ce cas. Donc on va mettre ici 3. Donc on teste. Donc il nous dit qu'une modification a été faite et qu'il y a un élément qui a été modifié. Comme c'est écrit ici. Donc si on refait la requête pour retrouver l'utilisateur en question, en supposant que je refasse ici un fun. Donc si je fais fun, donc on voit que j'ai l'utilisateur, c'est-à-dire le document qui est mis à jour et que la nouvelle année d'expérience est passée à 3. Donc cela montre que la requête a bien marché. Donc c'est de cette façon qu'on peut mettre à jour de façon partielle un document. Donc en supposant que nous avons plusieurs utilisateurs et que nous souhaitons par exemple mettre à jour plusieurs utilisateurs, supposons que nous voulons réinitialiser disons quel exemple je peux prendre ici. Supposons que nous souhaitons réinitialiser le nombre d'années d'expérience de tous les développeurs qui sont des juniors que nous voulons réinitialiser le nombre d'années d'expérience à 1 par exemple. Donc pour pouvoir faire cela, je fais ceci. Donc je fais un update many dans ce cas. Donc je fais update many comme ça. Donc j'ai dit tout à l'heure que tous les développeurs dont le niveau est junior. Donc je précise le critère ici, junior. Je vais mettre leur année d'expérience à 1. Donc je vais réinitialiser cela. Donc si je fais ceci, donc on voit que le résultat me dit que j'ai trouvé 3 éléments qui vérifient le critère et que 2 ont été modifiés. Donc si nous refaisons une requête maintenant pour retrouver les utilisateurs qui sont juniors, donc si je fais junior ici, donc on voit que tous ces utilisateurs, ils ont maintenant des nombres d'années d'expérience qui sont passés à 1. Donc si je me réfère à la liste initiale et que je cherche ici junior, si je cherche junior ici, donc on voit qu'on avait
trois éléments qui vérifiaient la condition et que un des éléments avait déjà le nombre d'années d'expérience qui était égal à 1. D'où le résultat que nous avons ici qui indique que nous avons trouvé 3 éléments, mais seulement 2 ont été modifiés, vu que seulement ces 2 n'ont pas déjà une valeur qui correspondait, un nombre d'années d'expérience qui correspond au 1 que nous avons vu tout à l'heure. Donc le update many nous permet de modifier plusieurs valeurs en une fois. Donc en supposant, donc ça c'est ce qu'on retrouve sur les anciennes versions de MongoDB. Donc avant il y avait juste le update. Et le update permettait de faire tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc il fallait juste préciser l'opérateur en question pour dire que nous voulons, il fallait juste préciser le set. De cette façon, lorsqu'on veut modifier un seul document à la fois, ou soit préciser un deuxième paramètre qui est multi. Donc il suffisait de préciser ici multi pour dire que je veux multi-true lorsqu'on veut modifier plusieurs valeurs à la fois. Donc pour résumer, le update permettait de faire tout ça. Mais dans les nouvelles versions, donc il y a le update one, le update many pour mettre la différence entre ces différents éléments et faire les choses de façon plus explicite. Mais le update peut être toujours utilisé lorsque nous souhaitons effectuer une mise à jour totale. Une mise à jour totale, ça veut dire qu'au lieu de faire la modification d'une partie, nous souhaitons écraser tout un objet par exemple. Donc supposons ici que nous souhaitons modifier l'utilisateur dans le nom est égal à Vincent. Donc on va faire ceci. Donc je vais récupérer ceci. Supposons que nous voulons modifier cet objet ou ce document et écraser tout le document en lui donnant un autre attribut ou nouvelle valeur. Donc supposons que je dise maintenant que je vais modifier ça pour que le nombre d'années d'expérience soit égal à 5. Donc là déjà on me dit que collection update is deprecated. Donc on me dit d'utiliser plutôt ces méthodes que nous avons déjà vues. Donc du coup cela ne passe pas ce que je souhaitais montrer. Donc je pense que c'est bon pour la mise à jour. Donc pour la mise à jour, donc il faut maintenant être explicite en utilisant le update one ou le update menu comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc le update, comme je le disais, c'est quelque chose c'est cette méthode qui était utilisée sur d'anciennes versions pour pouvoir réaliser les mises à jour. Donc nous allons maintenant voir comment réaliser la suppression d'un élément. Donc pour supprimer un élément, donc on fait pareil, donc on fait db point le nom de la collection. On fait remove one, plutôt delete one, delete many, en fonction du fait qu'on souhaite supprimer un seul élément ou plusieurs éléments. Donc lorsque je veux supprimer un élément vérifiant un critère, donc on fait le delete one. Donc ici, nous allons juste préciser le critère de suppression. Donc en supposant que nous souhaitons supprimer l'utilisateur Vincent, donc il nous suffit de copier ceci. Donc il me dit qu'il y a une suppression d'un élément. Donc si nous refaisons la requête maintenant et que je fais un find ici, en se basant sur ce critère, donc on voit que je n'ai plus de résultat vu qu'il n'y a aucun utilisateur qui vérifie maintenant cette condition. Donc supposons maintenant que nous cherchons tous les utilisateurs qui sont des juniors. Donc si je fais level et que je mets par exemple junior ici, bon, je vais faire un count dessus, on s'intéresse juste
On va juste s'intéresser au nombre d'éléments. J'ai ma console qui ne bouge plus. Je sais pas pourquoi. Ok, je pense que je vais ouvrir une autre console et me connecter de nouveau. Mon terminal a craché, je sais pas pourquoi. Du coup, je vais me reconnecter à l'instance de Docker en question. Donc je fais docker exec. Donc je vérifie la base de données. Donc j'utilise la base de données des tests. Show collections. Donc là, je disais tantôt que nous souhaitons avoir la liste des développeurs qui sont juniors. Donc je fais juste ceci, level. Donc je fais junior. Donc en supposant que nous souhaitons, là nous avons juste 2 développeurs qui sont juniors. Donc en supposant que nous souhaitons procéder à la suppression de ces développeurs, donc il nous suffit de faire la même chose que le fin, mais il nous suffit de remplacer ici le fin par delete. Et vu que nous souhaitons supprimer plusieurs éléments à la fois, donc on peut faire du delete many. Donc je fais ceci et il me dit qu'il y a 2 éléments qui ont été supprimés de la base. Donc si de nouveau je refais la requête pour retrouver les utilisateurs qui se trouvent dans la base de données, on voit maintenant que j'ai plus d'utilisateurs. Donc j'ai rien qui est retourné comme résultat. Donc si je refais encore un fin classique et que je compte finalement le nombre d'utilisateurs que j'ai dans ma base au final, donc c'est 7 utilisateurs. Donc en supposant que je vais supprimer tous les autres utilisateurs, donc il me suffit de faire ici un delete many. Donc en procédant de cette façon, ça veut dire que je vais supprimer tous les utilisateurs de la base. Donc ici, je fais juste ça. Je vais préciser rien. Et là, j'ai les 7 utilisateurs qui ont été supprimés, d'où le delete count qui est égal à 7 ici. Donc si je vérifie de nouveau le contenu de ma base en faisant un sum find ici, donc je vois que je n'ai plus aucun élément dans ma base de données. Et pour être plus précis, au niveau de ma collection, qui est dev dans ce cas, qui s'apparente à une table lorsqu'on parle des bases de données relationnelles. Donc ceci nous amène à la fin de cette vidéo de découverte de MongoDB, dans laquelle nous avons vu des notions de base de données NoSQL, notions de documents, de collection, le fait de pouvoir créer une collection, d'y insérer des documents, de faire des requêtes de suppression, de mise à jour, des requêtes en utilisant certains critères pour pouvoir retrouver des éléments dans la base de données, etc. Donc il faut noter que MongoDB permet de réaliser d'autres types d'opérations comme les opérations d'agrégation. Donc je vous invite à faire des recherches sur cela par vous-même pour découvrir un peu ce que c'est. Pour également explorer les notions d'index qui permettent d'améliorer
les requêtes de lecture par exemple, lorsque le contenu de la base de données devient beaucoup. Donc, vous pouvez également faire des recherches pour voir comment réaliser les configurations, comment mettre des mots de passe, comment créer des utilisateurs, leur donner des droits et tout. Des pistes également que vous pouvez explorer, c'est la notion de replica sets qui vous permet de créer des réplications des bases de données, de votre base de données. Vous pouvez également voir comment réaliser des backups. Donc, c'est des sujets que vous pouvez explorer. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment travailler avec MongoDB du côté du développeur. Donc, c'est les éléments, je pense, les essentiels dont nous avons besoin en tant que développeur dans notre quotidien. Et c'est la raison de cette vidéo. Et cette vidéo servira comme prérequis également à d'autres vidéos. Par exemple, lorsque nous allons travailler avec Express pour pouvoir communiquer avec une base de données. Donc, on ne va plus refaire tout ça. Mais cela nous sert en même temps de prérequis. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo qui a porté sur MongoDB. Donc j'espère qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci et que vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas également à partager ces contenus avec d'autres personnes de votre réseau, de votre entourage. En faisant cela, cela améliorera la visibilité de la chaîne et permettra également à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage.